Bonjour à vous tous et à vous toutes. Heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre prix Charles X Bragia. Nous sommes à Rochetaillé. Le temps est magnifique. On espère que le week-end sera de la même essence. Et puis pour nous, c'est important puisque vous savez que ce soir, après l'émission, on monte dans la tour de Rochetaillé, ouvert pour nous spécialement, et à la lumière des flambeaux, Nathalie Ortega de la compagnie Collectif 7 nous lit quelques extraits du livre. On a des souvenirs de froid terrible, de vent, de pluie, mais ce soir, ça va être le paradis. Il y aura la lune dans le fond, c'est les lumières de Saint-Étienne. On sort le tapis rouge pour vous, notre cher auteur, Mathilde Bosso. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti pour 40 minutes. On va découvrir donc ce deuxième roman. Et puis la semaine prochaine, la troisième candidate, entre guillemets bien sûr, nous présentera son livre. Vous savez que vous nous écoutez sur la radio, vous lisez les livres, vous les lisez dans les médiathèques et puis surtout vous allez voter. Jacques, combien de votants l'année dernière ? L'année dernière, 380, quelque chose comme ça. Un petit peu moins qu'avant le Covid. Il faut qu'on dépasse les 400 cette année. Ça serait pas mal. Ça serait bien. Et ne votez pas en plusieurs fois quand même avec le même bulletin, ça serait pas correct. Mais ça, on vérifie. On vérifie, voilà. Voilà, écoutez, on démarre tout de suite, Jacques. Oui. À vous le plaisir de commencer. Mathilde Bosso, vous êtes née en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes professeur de français, non pas dans les Côtes-d'Armor, mais à Angers. Vous êtes fille d'agriculteur et pour vous, Augustin Trapenard a fait quelque chose d'assez exceptionnel, c'est de sortir de Paris pour aller à votre rencontre. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que moi, j'avais eu une fois un directeur du livre qui était venu à Saint-Étienne. C'était un Parisien aussi. Et c'était la première fois qu'il voyait des cerises sur un arbre. Alors, je ne sais pas, Trapenard, si c'est pareil, si vous l'avez surpris. Non, parce que Augustin Trapenard, la grande librairie. Vous vous rendez compte, cette jeune femme, premier roman, elle est dans une émission exceptionnelle puisque c'est des écrivains enracinés. Écoutez le palmarès. Marie-Hélène Lafont, pas mal quand même. Sandrine Colette, pas mal non plus. Christian Signol, Jean-Marc Rochette, bédéiste. Et puis, la petite dernière, vous. C'est génial. Oui, c'était formidable. C'était inespéré quand mon attaché de presse m'a appelé, Alain Desroudil. J'en croyais pas mes oreilles, quoi, vraiment. Je me suis pincée. Et quand il m'a dit, en plus, que le plateau, effectivement, se délocalisait pour venir dans ma campagne profonde, devant le poulailler de ma grand-mère, l'étable de mes parents, ça m'a créé une émotion très, 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 très vive, voilà, que j'ai apprivoisée en quelques semaines avant que l'équipe ne débarque dans ce petit coin perdu. Pléné-Jugon, c'est ça. Oui, Pléné-Jugon, voilà. Oui, c'est ça. C'est à l'orée de la forêt de Beaucain, où il y a une magnifique abbaye cistercienne, l'abbaye de Beaucain, où je passais beaucoup de temps quand j'étais enfant. Et donc, on a tourné vraiment sur mes terres d'enfance. C'est là que j'ai vécu jusqu'à 18 ans. Donc, un moment un peu exceptionnel. Et on en profite aussi pour vous demander quand même, vous êtes mis à écrire. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à écrire. Voilà. Et puis, publié quand même au Seuil dans la collection Carré Noir pour un premier roman. Comment vous avez fait, jeune fille ? Franchement, ça a été un peu une déflagration dans ma vie parce que je ne me suis jamais rêvée écrivaine, en fait. J'étais bien, moi, avec mes classes, professeur, maman à temps complet. Et puis, après la naissance un peu compliquée de mon second fils, très fatiguée, sinon exténuée, je me suis mise à écrire. Ma mère m'avait susurré à l'oreille que ça faisait du bien d'écrire parfois. Et donc, j'ai commencé à raconter la tuerie du cochon chez moi, qu'on tuait dans la cour de la ferme. Premier chapitre. Premier chapitre, juste après le prologue. Il est resté tel quel. Et j'avais juste le vœu pieux de me dire que ma mère et mon père, qui, avaient beaucoup sacrifié pour nous financer des études à ma sœur et moi dans la grande ville de Rennes,
je me disais, maman va lire ces quelques pages, et elle sera peut-être un peu fière. Et finalement, ça m'a totalement happée, et j'avais du mal à m'extraire pendant les siestes de mon fils de l'écriture. Voilà. Ça s'est passé et alors, comme ça. le Seuil? Le Seuil a aimé cette histoire. Vous avez envoyé par... J'ai envoyé, alors pour la petite anecdote, j'ai envoyé le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. J'étais un peu quand même timorée, mais mon compagnon m'a dit, si tu ne le fais pas, je vais le faire pour toi. Alors là, il n'en était pas question. C'était mon bébé de papier. Et donc Caroline Lépée, qui a une maison d'édition en numérique, a repéré le manuscrit, et ensuite c'est Bénédicte Lombardo au Seuil, effectivement, qui m'a ouvert les portes de cette équipe formidable. Et ça a été très vite. Ça a été fulgurant, vraiment. Quand je parle de déflagration, j'ai même pas eu le temps de rêver, d'être déçue ou d'espérer. Je dirais qu'un mois après l'envoi de mon manuscrit, les choses se sont ficelées pour moi. Le livre paraît en janvier. Oui. L'émission d'Augustin, c'est en mars. Oui. Et là, vous êtes sous les feux des projecteurs. Et si vous allez sur Internet, parce qu'on va tous voir, il y a des vidéos. Il y a en particulier une vidéo d'une libraire de la Procure à Paris. Oui. Alors la Procure, maison très sérieuse, plutôt catho, enfin, etc. Et elle est tombée en amour devant ce polar qui déménage quand même, un polar extrêmement noir, en disant « Je ne lis jamais de polar, mais cette fois-ci, j'ai pas pu m'empêcher. » Ça fait du bien quand même de lire ça. Ah oui, c'est incroyable, c'est des gouttes d'eau que vous buvez comme ça. Chaque jour, j'avais des retours positifs. Je m'attendais à ce que ce livre soit sur une étagère rapide d'une librairie de Bretagne, quoi. Vraiment, c'est la vérité. Et puis finalement, que cette histoire plaise, qu'elle vienne autant de moi, c'est une grande, grande émotion. Voilà. RCF, Saint-Étienne. Alors, on va parler maintenant, qu'on vous connaît un petit peu, de ce livre, Les Saules, Le Seuil carré noir, Mathilde Bosso. Un polar noir, vraiment, carré noir. Et peut-être que Nathalie pourrait nous lire un extrait, ça va tout de suite vous plonger dans l'écriture du livre et dans le drame qui va être le fil conducteur. Alors Nathalie Ortega, vous la connaissez, c'est la compagnie Collectif 7 qui nous accompagne pour le prix Ex-Braya, et on peut dire, Nathalie, que vous allez partir dans le Grand Sud avec la compagnie à Antibes chez Daniel Benoît, coucou aux Stéphanois, pour jouer un fil à la patte dans quelques jours. Mais là, on est dans Les Saules. À toi, Nathalie. J'ai vu Marie dans la coulée. Les parents s'arrêtent net. Janine fronce les sourcils sans pouvoir retenir une œillade victorieuse qu'elle glisse au père stoïque. Marie ? C'est bien la fille des pharmaciens, c'est ça ? Eh ben voilà, elle parle. T'es contente maintenant ? Grogne le père. Et tu joues avec Marie, c'est ça ? C'est une copine ? Non. Non quoi ? L'aide Janine. Le père lève les yeux au ciel et mastique un bout de croûte de pain qui résiste à ses molaires. Il torture son journal, replié dans sa poigne agacée. Elle joue pas ? Lâche Marguerite d'un air contrit. Parce qu'elle est trop grande, hein ? Eh oui, lance Janine soulagée d'entamer un semblant de conversation sans animosité. Non ? Parce qu'elle est morte. Voilà, on a le... Madame, c'est fort, hein ? Je vous remercie. Oui, non, mais c'est terrible, en fait. Ça, c'est une tragédie, hein, ce que j'écris. Il n'y a plus grand-chose à sauver quand vous fauchez la vie d'une personne à l'aube de ses 18 ans. C'est terrible. Voilà, donc, il va y avoir une enquête. On va essayer de découvrir qui a bien pu tuer la belle Marie, l'extraordinaire Marie. Et puis, on va découvrir aussi ce village
avec l'ensemble de la population, les problèmes de leur vie quotidienne, parce qu'ils sont enracinés. Et tout au long du livre, c'est un fil conducteur, c'est la dureté de la vie que vous avez connue pendant toute votre jeunesse. On tourne le boulot, dit votre mère. Oui, c'est Pardon, vrai. je dis votre mère, non. Oui. La mère. Non, mais je crois qu'on disait ça. On allait tourner le boulot, on allait soigner les cochons, on allait travailler. Ça colle un peu aux bottes, effectivement. C'est un milieu assez dur. Rythmé effectivement par l'exigence qu'imposent les bêtes, qui n'ont pas de repos, qu'il faut nourrir, soigner, dont il faut s'occuper. Et Marie, qui ne vient pas exactement de ce monde-là, justement, c'est une tache de sang dans cette verdure, et ça va amener ce huis clos terrible, effectivement, au meilleur comme au pire. Hein. C'est un vernis qui ne demande qu'à craquer à ce moment-là. C'est l'allumette qui va faire s'embraser toute la rumeur. Alors, le village, on va le découvrir peu à peu, et avec presque des archétypes de personnages. Et vous avez trouvé un subterfuge qui est vraiment génial, c'est qu'ils vont être interrogés, hein, parce que bien sûr, ils vont tous y passer les uns après les autres. Alors, comment vous avez fait pour rendre la vérité de la parole de chacun de ces hommes et de ces femmes du village? Alors ça, je ne sais pas. Ça s'écrit, c'est venu comme ça. Alors ça se travaille ensuite beaucoup, ça se relit, ça se malaxe. Mais les saules qu'on lit, c'est une histoire que j'ai livrée un peu telle quelle. On n'a pas taillé un personnage, recoupé des chapitres, réorganisé les choses. C'est vraiment venu comme ça. Par contre, les questions de gendarmes, ce dont je peux vous parler, c'est qu'elles ne venaient pas, que je n'arrivais pas à les poser, comme si je n'avais pas cette légitimité-là, ne venant pas de ce milieu-là. Et donc, plutôt que de me fourvoyer en essayant de les inventer, j'ai préféré me concentrer sur les réactions, effectivement, des gens qui vont être entendus dans cette enquête. Et je ne savais pas si le processus allait fonctionner. Donc, c'est en italique. Oui. Il y a parfois 10 pages. 8-10 pages pour les personnages les plus importants. Et il n'y a pas les questions. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a que les réponses. Non, il n'y a que les réponses. Parce que finalement, comme je la construis, cette histoire, un peu comme une tragédie, le pouvoir est totalement capturé. La gendarmerie, en fait, va s'enliser totalement dans cette histoire-là. Ça va être très compliqué de percer à jour les secrets. Et donc, je capture la parole de ces gendarmes pour mettre vraiment en lumière, uniquement comme si on braquait la caméra sur les personnages qui vont dire ou ne pas dire, d'ailleurs, ce qu'ils savent. Mais ce qui est génial dans cette façon de procéder, c'est que ça vous permet de faire parler chacun avec son style. Alors que si simplement il répondait aux gendarmes, il n'aurait pas la même profondeur. C'est possible que ça m'ait donné une forme de liberté et de faire, si vous voulez, surgir ce que j'avais entendu, la façon dont ça pouvait patoiser dans ma campagne, la façon dont ça pouvait utiliser un langage plus rond, plus englobant, peut-être parfois plus politicien pour certains. Et ça m'amusait beaucoup. En tout cas, créer des personnages, leur donner vie à travers le langage, il me semble que c'est un peu l'essence même du travail que j'essaie de mener. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on va suivre l'enquête et on va découvrir, bien sûr, à la fin, de quoi il s'agit, qui est le meurtrier. Mais c'est peut-être pas ça l'essentiel. Non. C'est pas ça. C'est la découverte de ce monde rural que vous avez fui, comme d'ailleurs des personnages de la famille, hein, puisqu'on va assister à 2 tentatives de fuite, finalement. Marie, la jeune fille brillante, belle, la fille du pharmacien qui a du fric, qui a tout pour réussir, qui a qu'une envie, se tirer. Oui, elle a tout pour elle. Hein. Sur le papier, elle coche toutes les cases. Et pourtant, elle se sent totalement asphyxiée dans ce petit village. Moi, j'ai pas eu le sentiment de vouloir absolument fuir.
il s'agissait juste, j'avais envie de faire des études, j'avais la possibilité d'en faire, c'était une grande chance. Et donc, il fallait partir pour faire des études parce que le petit bourg le plus proche de chez moi, il était à 7 kilomètres, quoi. Voilà. Et ensuite, ça m'a amené plus loin. Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que les mêmes histoires sont racontées de façon différente chaque personnage raconte la même histoire, en définitive. Oui, non, c'est vrai que c'est à chaque page ouverte, c'est l'idée en fait d'attaquer un nouvel angle et une nouvelle perception pour essayer quand même, avec des petits fragments de vérité, d'arriver en fait à la vérité ultime. Il y a des petits cailloux quand même. Oui, on sème des petits cailloux. Moi, je dirais que le gros caillou, il est semé dès le prologue en fait. C'est-à-dire que comme je me disais, mais qu'est-ce qui te prend là d'écrire, toi, mais pour qui te prends-tu ? Je me disais quand j'allais m'asseoir sur des poncifs, sur des stéréotypes, en fait, et que ça irait mieux. Voilà. Voilà, donc l'héroïne qui meurt, la lecture nous l'a prouvé dès le début du livre. Bien sûr, à travers l'enquête, on va reconstituer son parcours, son itinéraire. Et puis, il y a une autre jeune femme qui s'appelle Janine et qui est, elle aussi, extrêmement touchante. Elle est solaire, votre mari. Janine, elle est, je dirais presque lunaire, quoi. C'est une... Oui, totalement. Elle est. Donc c'est une des filles de la famille, hein. Oui, de la oui. famille. Oui, Janine, c'est la tante de Marguerite, en fait. Marguerite, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et elle est partie. Alors là, pour le coup, elle a voulu vraiment fuir. Il y a une rupture très nette. Elle veut vivre en ville. Elle s'habille d'une certaine manière. Elle se réclame, d'une forme d'indépendance. Elle a son travail. Et en même temps, elle est toujours happée par une forme de ratage qui est absolument terrible, c'est-à-dire qu'on la met dans une case et elle a beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à s'en extirper. Elle fait pas forcément toujours les bonnes rencontres, ni les bons choix. Et elle les fait vite. Elle les fait très rapidement parce qu'en fait, elle parle avec le cœur et avec la passion, quelque part. Et la passion, c'est quelque chose qui fait souffrir, inévitablement. Et alors, cette Janine, elle part, mais elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps chez sa grande sœur parce qu'elle rate en permanence, quoi. Oui, c'est ça. Elle est extrêmement touchante, cette fille. Oui, je suis très contente que vous en parliez parce qu'on n'en a pas toujours parlé de Janine. En fait, sa sœur aînée d'ailleurs, Chantal, qui porte un poids terrible sur les épaules. C'est la sœur aînée. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir une sœur aînée qui a ouvert des voies avant moi. Et en fait, c'est l'îlot sur lequel elle peut se reposer. C'est le bateau qui ne tangue pas. Quand elle revient à la ferme, elle a une chambre qui est là pour elle. Et elle a pas besoin de beaucoup parler d'ailleurs pour trouver le oui de sa sœur. Voilà, la porte est ouverte, on est là. Mais c'était beaucoup comme ça chez nous aussi. Mais vous dites qu'elles sont quand même éloignées. Elles se sont éloignées parce que Janine, elle se réclame en fait d'un certain clinquant. Elle aimerait réussir. Elle considère quand même qu'ils sont un peu bouseux, quoi, ceux qui sont restés. Hein. Elle, c'est la ville, c'est jouer au jeu de grattage, c'est sortir avec sa copine, c'est faire des rencontres. Elle croit au grand destrier blanc qui va venir la sauver, Janine. Elle n'a pas séduit son beau-frère, de toute façon. Alors non, entre le beau-frère et Janine, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça chauffe. Il y a que le beau-frère Eugène, il est un peu bourru, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et puis, il y a cette merveille de petite fille, mutique. Alors, c'est quand même un paradoxe, parce que tout le monde parle beaucoup. C'est un village avec des rumeurs, et elle est le cœur du livre, et pourtant, elle ne parle pas. D'où vient cette petite fille qui a 11-12 ans ? Alors, tout commence par elle, en tout cas. Quand j'ai commencé à écrire, tout vient de Marguerite. Hein. Je dis des fois, la colonne vertébrale des Saules, c'est l'enfance. Alors, elle vient de moi. Hein. Il y a des choses que Marguerite traverse que j'ai traversées, ça c'est certain. Et elle vient aussi de ce que j'ai pu voir quand j'étais enfant, c'est-à-dire d'enfants... Alors, c'était pas quelque chose qui se disait à l'époque, on prononçait pas forcément le mot de harcèlement. Voilà, mais je voyais des gamins. C'est pas nouveau, Non, des gamins qui étaient ramassés dans le même car que moi, qui n'avaient pas le droit de s'asseoir, qui sentaient mauvais, c'était la vérité. Et je me souviens très bien un jour de m'être levée pour intimer l'ordre à un grand garçon dans le fond du car
de laisser cette une jeune fille que je connaissais, s'asseoir. Et donc, je me suis prise une grande claque et je me suis assise et je me suis tue. Et je crois que j'investis en écrivant ce silence, en fait, cette faiblesse que j'ai à ce moment-là. Je suis une gamine, mais je n'en fais pas plus pour elle. Je la laisse dans ce coin de punition, ce qui, quand je vais devenir grande, quand je vais avoir le verbe, quand je vais lire, quand je vais faire des rencontres, quand je vais devenir évidemment professeur, va m'insupporter au plus haut point. Donc c'est une manière de la rhabiller avec tout cet amour que je n'ai peut-être pas porté à ce moment-là quand j'étais gamine. Alors cette petite fille mutique, martyrisée, vraiment. Ouais. Martyrisée, elle a quand même une vie intérieure étonnante. Vous arrivez à nous la faire découvrir avec toutes ses richesses. Puis elle a un copain, Victor, qui lui est lumineux. Alors il est aussi paumé, il est un peu perché lui aussi, complètement perché. Plus même. Encore plus même. Mais il est génial, quoi. Parce que lui, alors, il a un baratin invraisemblable, il invente des trucs. Bah oui. Bah moi, je vais pas dire souffert, mais dans mon petit hameau, en fait, il y avait pas mal de personnes âgées, dont mes grands-parents d'ailleurs, mais j'avais un copain qui venait en vacances chez ses grands-parents l'été et il venait, comme Victor, en fait, jeter des cailloux à ma fenêtre pour qu'on aille faire les 400 coups dans la rivière en contrebas. Bah, on allait pêcher, on allait. Vous avez fait le coup de la chambre à air? Ah ben bien sûr. Ah, racontez-nous, c'est trop beau. Ah non, bien sûr. C'était avec une amie. Allez, à l'époque, pas de téléphone, pas beaucoup de télévision. On allait dehors et donc je découvre la chambre à air d'une roue de tracteur de mon père. Je la saisis sans demander l'autorisation et j'étais persuadée de faire du rafting sur ma petite rivière, bien entendu. Je me souviens juste que j'ai ruiné une quantité de jogging prodigieuse et que je remontais me changer. Et quand ma mère a découvert quand même, à même le sol, les tas de linge mouillé, elle a dit « Stop, Mathilde ». Voilà. Stop, Mathilde. Mais je me suis bien amusée. RCF. Avec Mathilde Bosso, les Saules chez Seuil, on est en train de se promener, parce qu'on va pas raconter, bien sûr, mais de se promener autour de ces personnages dont vous comprenez qu'ils nous touchent, qu'ils nous émeuvent. Il y a un autre personnage, je demanderai à Jacques tout à l'heure peut-être son coup de cœur, moi c'est Mimi. Alors Mimi, c'est Mireille, mais c'est Mimi, c'est chez Mimi, c'est la tenancière du bistrot, troquet, confessionnal, partie de babi, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le cœur du village. Oui, c'est ça, c'est le point névralgique du... Non, elle n'existe pas. Elle est trop belle. Elle n'existe pas, elle est sortie... Alors, mes personnages ne sortent, je crois, jamais de nulle part. La maman de ma meilleure amie, qui a eu un restaurant routier longtemps, s'appelait Mimi. Et donc, j'ai saisi Mimi. Et ensuite, par contre, c'est la fiction qui m'a embarquée totalement. J'avais envie d'un contrepoint c'est effectivement ces petits bars dans ces campagnes parfois un peu moribondes, en fait, sont quand même des points névralgiques de rencontre, notamment de la jeunesse et des gens plus âgés. Ça me semblait important. Alors, pour le meilleur et pour le pire aussi, parfois, parce que c'est aussi là que la rumeur fait bombance, parfois. Mais Mimi a un œil extérieur qui est très juste, en fait, que d'autres personnages aux prises avec cette histoire n'arrivent pas à avoir. Elle a une forme d'objectivité, une forme de... Plus que de l'amertume, en fait. Elle se dit qu'elle n'a pas vu ce qu'elle aurait dû voir. Ça, c'est absolument terrible. Donc, elle est un peu le lecteur. D'ailleurs, elle est lectrice elle-même. Oui. Et donc, elle ne fait que lire. Et donc, forcément, elle est en miroir. C'est une forme de mise en abîme du lecteur, finalement. Et la manière dont elle va répondre à l'interrogatoire avec votre subterfuge, c'est une dizaine de pages extrêmement écrites, extrêmement tendues, qui rendent l'humanité de cette femme, sa douceur, sa profondeur. Elle est très touchante. Je vous remercie. Je suis touchée aussi que vous me le disiez. Elle a connu des choses très difficiles. Elle, au contraire, voilà, elle revient dans ce village. Elle essaye de porter son aide comme elle le peut. C'est une femme forte aussi, qui vit seule, ce qui est pas forcément évident dans ces petits coins-là. Et elle est pétrie de regrets maintenant que le grand malheur est arrivé et qu'il jette un voile noir sur le village. Elle est dévastée, en fait. Voilà.
On n'a parlé que de femmes jusqu'à maintenant. Oui. Jacques. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnages dont on parle beaucoup, qui sont très importants dans le livre, et puis vous leur consacrez beaucoup de pages. Et puis il y en a d'autres qui ont très très peu, mais qui vivent beaucoup, comme Arlette, par exemple. La policière. Vous en parlez peu, Oui. mais elle a quand même un vrai caractère. C'est-à-dire, avec peu de choses, vous arrivez à la faire vivre. Oui, elle arrive de la ville, elle vient prêter main forte au gendarme André. Elle est assez, elle a aussi ce regard en fait extérieur, un regard un peu d'épervier. Elle observe beaucoup. On sent quand même très vite qu'elle va quand même avoir beaucoup de mal parce qu'elle n'est pas du coin. André, lui, il est né là, il est parti, il est revenu, et ils vont former un tandem. Oui. Ils vont former un tandem assez improbable pour essayer de confondre le meurtrier. Alors, il y a des hommes, et en particulier ceux de la combe, parce qu'il y a le haut et le bas. La basse motte, oui, et la haute motte. La mode, pardon. Le haut et le bas. Le haut, c'est le pharmacien. Ouais. Alors, avoir votre mine, il est presque caricatural. Il est pas facile. En même temps, il traverse le pire, en fait. Bien sûr. Et c'est toujours cette dichotomie-là que j'ai cherchée quand j'écrivais, c'est d'essayer, là encore, je ne sais pas si j'y parviens, mais c'est d'essayer de ne pas trop caricaturer. C'est-à-dire qu'effectivement, le pharmacien n'est pas apprécié dans le village. Il a tout fait pour être détesté par tout le monde. C'est ce que carrément. Il a tout fait pour semer la discorde. C'est comme s'il s'en nourrissait d'ailleurs. Hein. Il se nourrit en fait de la délation, de la culpabilité. Il cherche. C'est un peu c'est un œil en fait sur le village de la Basse-Motte qui trime sang et eau. Et ensuite, il est totalement fauché par le décès de sa fille unique et par un mariage qui quand même a beaucoup de difficultés à y survivre. Voilà. Mais il a la difficulté à survivre, ce mariage, à cause des difficultés qu'ils ont avec Marie. Oui. Sans ça, s'ils arrivaient à la gérer un petit peu mieux, ça serait peut-être pas pareil. Oui, mais peut-être que Marie est comme ça parce que c'est ses parents. Enfin voilà. Alors après, on invente. Alors moi, je trouve ça super parce que je laisse tellement. Moi, comme disait Stendhal, je promène mon miroir le long du chemin et ensuite chacun peut y voir ce qu'il veut. En fait, je ne sais pas si Marie pouvait être différente. C'est comme ça que je l'ai couchée sous ma plume. Voilà. Elle a été vite vilipendée, elle a été aussi ostracisée d'une certaine manière en étant mise dans une case. Hein, on est dans les années 80, donc les choses ne se disaient pas de la même manière. Et ses parents, qui ont a priori effectivement tout donné, ne reçoivent pas à cet âge tempétueux qu'est l'adolescence cette espèce de recherche de rupture qui est totale chez Marie. Après, quand on est parent aujourd'hui, au 21e siècle, j'ai un grand ado de 16 ans, avec qui ça se passe très bien, mais c'est pas toujours évident de suivre alors qu'on pense avoir donné le maximum. Est-ce qu'il a une chambre noire? Non, il n'a pas de chambre noire. Parce que symboliquement, elle va s'enfermer dans cette Oui, elle est jusqu'au boutiste. Alors, le village se construit comme ça, avec des couples, je pense en particulier à Paulette la bonne, qui est affublée d'un mari qui s'appelle Jean-Luc. Il est extraordinaire, Jean-Luc. J'adore Jean-Luc. C'est le gars des brefs de comptoir. Il a des formules définitives. Paulette, tais-toi, Paulette, ça t'évitera de dire des conneries. Voilà, c'est clair, définitif. Et tout au long, il est attendrissant, ce gars. Et Paulette aussi. C'est des gens qui essayent de s'en sortir. Mais on le connaît qu'à travers Paulette. Bien entendu. Parce que lui, il n'intervient pas. Il n'intervient jamais. C'est vrai, il n'intervient jamais. Paulette passe son temps à dire « Ah, comme me dit Jean-Luc ». Oui, c'est ça. C'est sa référence ultime. C'est presque parfois un peu triste parce qu'effectivement, elle a la référence des adages de Jean-Luc qui la rhabillent et qui parfois sont un peu, très, très cinglants, sinon misogynes. C'est le moins qu'on en puisse dire.
il y a quand même beaucoup de malheurs, d'alcool, de suicide, de drames, parce qu'il y a l'argent. L'argent, il faut payer la banque, et le père, il met sous son coude un certain nombre de papiers qui arrivent, comme si la vie était trop lourde. Moi, j'ai vécu dans une ferme et je me souviens, en tout cas, que très vite, je n'ai pas voulu faire ce métier parce que je trouvais ça terrible d'avoir toujours des emprunts à rembourser, une incertitude totale quant à l'avenir. C'est peut-être pas pour rien que je suis devenue fonctionnaire et professeure au début de ma vie active, à 23 ans. Ma sœur aussi, d'ailleurs, est sage-femme. J'avais très très peur de ça, alors que mes parents essayaient de nous protéger, mais c'est sûr qu'il y avait des jeux de rivalité. La terre était chère, elle était disputée, il y en avait pas forcément pour tout le monde. Et c'était des questions compliquées. Je les comprenais pas, moi, à la hauteur de mes yeux de gamine, mais je pense que quand même, on a été... on a pris conscience, en fait, de la valeur du travail qui pouvait rapporter comme pas d'une année sur l'autre. Enfin, c'était assez fluctuant et c'était effectivement assez difficile, parfois. Et il y a alors des ragots invraisemblables, des rumeurs voilà, qui courent, alimentées aussi par la presse. La presse un peu charognard quand même. Oui, tout à fait. Là, vous vous êtes amusé autour de... Oui. Ouais. Oui, là, je me suis amusée un peu. Oui. C'est ce qu'on retrouve un petit peu autour de l'affaire Grégory. Ouais. C'est une presse... C'était terrible, en fait, à l'époque. Donc, je me suis dit qu'effectivement, parfois... Alors, tous les journalistes ne sont évidemment pas à mettre dans le même sac, bien sûr, mais que parfois, c'est la bonne aubaine, en fait, quand il se passe quelque chose d'aussi terrible. Mais il y a aussi de la solidarité. Et c'est ça qui est très touchant, c'est qu'ils se bagarrent, ils se font des coups en douce. Mais en face de la galère, on est du même bord. Et vous avez trouvé un moyen de rappeler de génération en génération avec les deux complices qui, en 41, se sont sauvés. Oui, pourquoi c'est... Ça vient de mon grand-père qui était résistant. Et le fait que j'ai eu, et je le mesure en vieillissant, je mesure la chance que j'ai eue d'être élevée aux côtés de mes grands-parents qui vivaient dans le même hameau que moi. Je les voyais tous les jours, notamment ma grand-mère que j'ai perdue il y a pas très longtemps. Et c'est une richesse en fait énorme. Et en fait, tout le monde se donnait un coup de main. Je ne sais pas si mes grands-parents ont arrêté de travailler un jour, en fait. C'est-à-dire qu'ils donnaient toujours un coup de main à mon père quand il fallait aller dans un champ, à ma mère quand il fallait changer les cochons de place. Enfin, c'était une entraide qui était permanente, en fait. Ouais. Donc ça m'importait de rappeler cette bille essentielle que j'avais connue et qui, je ne sais pas, parce que je ne vis plus en campagne, je ne sais pas si elle s'effiloche aujourd'hui. Alors, dans le reportage avec Augustin Trapenard, on voit la fenêtre de votre chambre. Oui, c'est ma chambre, vraiment. Et un des fils conducteurs du livre, c'est Marguerite dans sa chambre qui regarde. Oui, parce que moi j'avais... Elle ne parle pas, mais elle regarde. Oui. Et elle voit. Et elle voit. Oui, et elle regarde et elle voit. Oui, elle voit tout. Elle détient les clés du secret, Marguerite. Mais comme on s'abaisse pas pour lui demander, comme on lui a jamais vraiment demandé son avis, à cette occasion-là, on ne le lui demande pas. On lui demande même expressément de se taire. Très clairement, je me suis servi de l'ancrage géographique de mon enfance. Voilà, c'est venu comme ça. C'était ma fenêtre. Et de ma fenêtre, je voyais tout mon monde, effectivement. Et c'est comme ça que les choses se sont tramées. Oui, mais là, dans ce livre, vous êtes vraiment concerné de façon extraordinaire. Mais le prochain? Ah, le prochain livre? Eh oui. Eh ben, il est écrit, Jacques. J'ai bossé. Et alors? Il est écrit, je peux vous dire que ce sera une grande émotion que d'en parler aussi. Il s'appelle La Colline et il sortira en mars 2026. Voilà. Je suis dans les toutes dernières corrections. Je recevais encore un mail pour les toutes dernières corrections sur épreuve et il sortira aussi au Seuil. Et vous serez aussi présente dans ce nouveau livre que dans celui-là?
De manière différente, mais en tout cas, quelqu'un qui est très très cher à mon cœur sera au cœur de cette histoire. Marie pose la question à Mimi, la tenancière intello du village, et qui... tu sais, Mimi, toi, comment on fait pour être aimé ? Est-ce que c'est pas le cœur du livre ? Si, bien sûr. C'est comment on fait pour être aimé, comment on fait pour aimer. Je pense à Chantal aussi, comment on fait pour... Chantal, c'est la maman, maman. La mère de Marguerite. Et on va terminer avec elle, si vous voulez. C'est comment on fait pour aimer, c'est comment il est utile de dire à ses enfants qu'on les aime, comment c'est parfois difficile de le dire quand on a besoin de le dire, si on ne l'a pas entendu ou si on ne s'est pas construit avec cet amour-là. Alors cette Chantal, avec un E, on a parlé de Marguerite, mais elle, c'est un personnage incroyable, parce qu'elle bosse en permanence. Oui. Elle bosse, elle fait la cuisine, elle fait des bons petits plats quand même. Hein, elle aime bien nourrir ses hommes. Elle nourrit son monde, oui. Nourrir son monde. Et puis, mais elle ne sait pas dire. Mais il y a une scène, j'en ai la gorge serrée, avec sa fille, avec Marguerite, qui rentre et qui a été bousculée, brimée, traînée dans le sable, et le maître appelle la maman en lui disant venez la récupérer. Elle récupère sa fille, désespérée, mais comme elle dit rien, on ne sait pas. Et là, raconter, vous avez eu une idée? Oui, alors c'est effectivement, Marguerite a été vilipendée à l'école, elle a vraiment bouffé le sable, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est terrible. On l'a frappée, l'instituteur ne sait pas quoi faire de cette gamine, en fait, qui cristallise toutes les tensions dans cette école, toutes les haines. Et quand elle rentre, la mère, c'était une action que je voyais faire chez moi, lavait les bouteilles de cidre. Voilà, lavait les bouteilles de vin avant de tirer le nouveau cidre dedans. Et la mère, c'est une scène que j'ai écrite après, pour tout vous dire, parce qu'en fait, je me disais, mais Chantal aime sa mère, j'en étais persuadée, mais en fait, à aucun moment, sa fille, à aucun moment, je ne l'avais écrit, oui. En fait. Et je me disais, Mathilde, là, il va falloir que tu t'attelles à quelque chose de difficile. Je vous avoue que c'était difficile à écrire, que c'est difficile encore d'en parler. Mais Chantal va cesser de travailler à ce moment-là. Voilà, déjà, vraiment. Et c'est déjà tout un monde pour elle. Et elle va effectivement donner une douche à sa fille. C'est un moment qui était particulièrement difficile pour moi parce que on découvre entre les lignes que Chantal a subi le pire, en fait, dans son enfance. Vous l'évoquez au début du livre, voilà. On le voit. Et qu'en fait, en douchant sa fille, c'est un moyen aussi de lui dire qu'elle l'aime, même si leurs yeux ont du mal à se trouver à ce moment-là. C'est un moment dont elle s'occupe de sa fille, elle lave sa fille, ce qu'elle ne fait pas d'habitude, très clairement. Et c'est un moyen de lui dire « je t'aime » parce que parfois, on n'a pas les mots, mais quand on trouve les gestes, alors on est sauvé. Et elle lui dit « ma Marguerite ». Oui, ma Marguerite. Ma Marguerite. Et Marie aussi derrière. Et je m'appelle Mathilde. Bon, voilà. Impossible de terminer autrement. Merci. Je voudrais saluer tous ceux qui nous aident à réaliser l'émission. Emmanuel Courbon, le président de Souvenirs Ex-Braya. Il y a Daniel Paris avec nous, l'équipe de la mairie de Rochetaillé, Édouard Van Deventer pour ses premières armes, assisté de Jean-Marc Chazot à la technique, Monique Pacalet et Louis Reynard. Merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine et puis vous reviendrez nous voir pour nous parler du second, c'est promis? C'est promis. Merci beaucoup à vous. Merci Nathalie. Et merci à Nathalie Ortega également.